Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est en fait une vidéo que j'ai déjà enregistrée, mais à cause de mon setup, disons, d'enregistrement, il y a eu des petits soucis et des gens ont relevé, et moi-même un peu horrifié, que l'enregistrement était à chier, il y avait des problèmes de son, etc. Donc pour vous passer les détails et pour vous montrer un peu comme on dit, quand on sait comment on fait quand on bosse dans une ligne de saucisses et qu'on voit comment sont fait les saucisses, en général ça vous passe le goût. Et malgré tout l'amour que je porte pour le cinéma, j'avoue que l'édition vidéo, c'est pas forcément le truc le plus fun du monde. Pour aller très vite, en gros, j'avais un vieux laptop de mon bureau que j'ai utilisé pendant 4 ans et qui après m'a été donné très gentiment. Mais à part pour faire aller sur Internet, on va dire qu'il est un peu cramé. Donc il n'a pas été très malin de ma part de câbler un micro Yeti dessus pour faire le son, et deux, utiliser mon téléphone qui est câblé par Wi-Fi avec une petite application payante mais qui vaut 5 balles, hein, qui s'appelle Droidcam, qui est très très bien, qui en gros transforme votre téléphone en caméra qui peut streamer directement ou enregistrer sur OBS. Étant vraiment pas très malin, donc j'avais câblé en plus par USB, ça fait que j'avais mon téléphone qui était câblé à mon vieux PC, plus le micro Yeti. Donc vous imaginez bien que le vieux ordinateur étant été cramé parce qu'utilisé tous les jours pour faire du dev ou traitement vidéo pendant 4 ans de mon ancien boulot, a cramé, et je pense qu'il est très très fatigué. Donc ça a été un peu l'horreur, parce que quand j'ai lancé la vidéo, je disais ah bah ça marche bien. Et des gens ont relevé très justement qu'il y avait des soucis de son. Donc vous allez me dire, là c'est un test que je fais, c'est-à-dire que je reste avec Droidcam, je suis en Wi-Fi, donc en gros c'est l'OBS qui enregistre sur mon PC, je suis dans mon salon OBS et sur mon gros PC enfin, de bureau. Je pense que le son est enregistré par le téléphone aussi, et la vidéo vient du téléphone, donc normalement c'est pas trop mal. C'est un test, au moins il y aura pas de saccade, hein, ça j'en suis à peu près sûr. Donc n'hésitez pas à dire, je vais repasser un coup dessus, mais je pense que c'est pas trop mal. Donc, à tout seigneur, tout honneur, on va parler de Mythic Carpathia, qui est un supplément qui est fait pour VSN, VSN ayant déjà fait le coup, entre parenthèses, avec Mythic Britannia, qui parlait des îles britanniques, ainsi que l'Irlande, à cette espèce d'époque de VSN. Donc on rappelle, VSN est un jeu d'investigation qui est assez proche de Cthulhu, mais qui se base sur les créatures susnommées. Donc il y a les VSN, qui est un mot fourre-tout dans les pays nordiques pour désigner les créatures surnaturelles. Ça va du loup-garou au troll, en passant par le farfadet, la nymphe et compagnie. Il y en a une palanquée. Et le fait d'exporter le concept de VSN, qui est à la base un jeu d'investigation et d'horreur nordique, qui est basé sur les dessins de monsieur ici présent, je crois que c'est Jacob Egerman, j'en sais rien, je suis en train de faire d'écorcher son nom, mais en gros il a sorti un bouquin avec des dessins sur les VSN, et ils en ont fait un jeu de rôle. Et donc il continue avec le directeur artistique de la gamme, ce qui est très très bien, parce qu'il dessine très 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 bien. En tout cas moi je suis très fan de son style. Il est aussi sur Dragonbane, et étant bon pote avec Free Aliga, donc ils ont fait toute une gamme. La gamme est sortie en français déjà sur pas mal d'éléments. Elle va continuer, j'en suis sûr, chez Arcane Asylum. Et l'année dernière, il se trouve qu'il y a eu une sorte de Kickstarter qui sont essentiellement des précommandes chez Freeling. Je ne sais pas comment ils se débrouillent, mais ils se débrouillent plutôt bien pour gérer disons, leur financement, même s'il y a des petits trucs chagrins. Je sais que le dernier supplément Blade Runner sur la résistance des réplicants est toujours pas livré, mais généralement ça se passe très très bien. Donc ça, je l'ai backé il y a 1 an et ça m'arrive. Donc j'ai les 3 bouquins, j'ai Mythic Carpathia. Le deuxième, c'était... donc en fait, en tout, il y avait 4 bouquins, mais il y en a un qui m'intéressait pas trop parce que c'était une revente, c'était une nouvelle version du bouquin de base, hein, qui justifiait pas un achat. En tout cas, les 3 suppléments qui étaient intéressants, c'est la boîte d'initiation. Boîte d'initiation, ah bah tiens, le hasard fait bien les choses, qui est juste ici. Hop, elle est très jolie, donc c'est un starter deck qui est absolument chouette. J'ai pas fini de le lire, de le truc, donc ça c'est une copie qui m'a été donnée très généreusement par Free Liga. Donc il y aura une vidéo à ce propos. Mais oula, c'est du Blade Runner, ça n'a rien à me faire ici. Et ça non plus. Et donc, il y a eu Mythic Carpathia qui décrit toute l'Europe de l'Est au niveau des VSN. City of My Nightmare, donc la ville de mes cauchemars, qui est une campagne qui se passe à Stockholm, en 4 épisodes dont je reparlerai. Et la boîte d'initiation susnommée que vous avez vue, qui vous propose de démarrer directement avec un truc qui est très intelligent, c'est que ça se passe à Uppsala, au moment où vous récupérez en fait le QG de la Société de Vérité, donc la société en gros de contrôle, d'investigation sur les VSN, qui est basée dans l'Europe nordique. Mais là, on ne bosse pas dans l'Europe, on n'est plus dans l'Europe nordique, on est dans les Carpates mythiques. Donc c'est un livre qui est toujours un peu, j'aime beaucoup, hein, toujours au niveau du design, c'est vraiment impressionnant.
Euh, Il y a une carte qui est fournie avec. La carte est, en essayant de ne pas défoncer mon téléphone, divisée en deux parties. Vous avez une carte de Prague qui vous est donnée, est-ce que tout rentre? Oui, qui vous est donnée parce que c'est le QG de la Cité de Vérité qui se situe dans la tour poudrière, qui est d'après intelligemment, grâce à la légende que je vois, en 11. Donc la tour poudrière qui est ici. L'idée c'est que évidemment ça vous sert de QG, donc et à partir de là vous pouvez vous déployer sur toute l'Europe de l'Est, qui va inclure à la fois Prague, la Slovénie, donc la division des empires, puisqu'en gros l'idée c'est que pardon, je vais aller dans l'ordre, ça va être plus simple. Donc, Prague vous sert à vous dispatcher sur les différentes régions, les Carpates évidemment, mais aussi ça va jusqu'en Ukraine. Donc, toute la zone est extrêmement large. Et l'autre carte, c'est vraiment les Carpates mythiques. Et comme vous le voyez, on va avoir la division des empires, puisque l'idée évidemment, c'est que même si Vaesen se veut une version mythique puisqu'il n'y a pas de monstre, enfin, peut-être, je sais pas, dans le monde réel au 19e siècle. Mais l'idée, c'est vraiment de faire le parallèle entre, évidemment, comment dire, la contre-révolution des Vaesen, puisque les Vaesen sont par essence des créatures mythologiques qui appartiennent à un temps qui était soit au début de la chrétienté, voire bien plus ancien, qui se repose sur une espèce de mythologie païenne, évidemment, et qui se bat contre la montée de la civilisation avec la révolution industrielle, la montée des empires et le rationalisme qui évidemment commence à pulluler de manière positive par la philosophie, les sciences et compagnie, ou de manière négative avec l'ascension d'empires complètement destructeurs qui vont être... donc là, on va voir les Habsbourg, on va voir l'Allemagne, on va voir la Russie, qui écrasent de tout leur poids, en fait qui écrasent l'identité proprement des pays assujettis. Et c'est évidemment toute la finesse du bouquin, en fait, c'est que, alors évidemment, certains font des parallèles avec l'Ukraine, ce qui, à mon avis, est très volontaire, puisque des écrivains, enfin des auteurs ukrainiens ont été utilisés pour écrire ce livre, et c'est voulu de la part de Free League. Mais au-delà de ça, en fait, pour moi, le thème principal du livre, c'est évidemment que les Vaesen sont, en gros, sont une métaphore concrète pour l'identité de peuple écrasé par une sorte d'unification des empires, on peut appeler ça, ou du rationalisme, c'est comme vous voulez, et que quelque part, en fait, la résurgence et la colère que représentent les Vaesen, qui ont l'impression d'être écrasés parce que plus personne ne respecte leur identité, leur rituel et compagnie, se heurtent est en fait est un parallèle aux révolutions qui vont s'imposer dans la région. Je pense notamment au printemps, si je dis pas de bêtises, le printemps tchèque qui va apparaître au milieu du 19e siècle, et des dates en fait et en parallèle évidemment la contre-offensive culturelle qui va être par la résurrection de l'utilisation de la langue, donc en République tchèque, en Ukraine, pour un peu lutter contre l'asservissement puisque c'est souvent par l'écrasement du langage que se produit en fait l'unification et la destruction pure et simple d'un pays. Il y a aussi d'autres techniques évidemment beaucoup plus ignobles comme le viol, mais ça, c'est pas le sujet de cette vidéo. Et donc cette idée-là, en fait, est très forte, puisque au 19e siècle, c'est le moment où beaucoup de gens vont se dire, donc dans ces régions-là, évidemment, il faut qu'on lutte culturellement pour récupérer notre identité et la conserver. Je rappelle que la Corée, c'est ce qui s'est un peu passé, en fait, la finesse de la Corée pour pas un pays qui était complètement écrasé sans arrêt entre la Chine, pour aller vite la Chine, le Japon, les Mongols, qui s'est fait rouler dessus par quasiment tout le monde durant son existence. L'un de ces rois, en fait, a eu l'idée très très fine de créer un alphabet propre à la Corée, ce qui fait qu'en fait la Corée a su conserver son identité et pas être complètement écrasée. Et donc évidemment à l'époque, en 19e siècle, en Europe, qu'elle soit Europe de l'Est ou Europe de l'Ouest, il y a ce mouvement qui est extrêmement fort, qui va être le folklore, donc l'idée que des gens vont passer au fur et à mesure dans tous les villages du monde, enfin dans tous les villages à travers toute l'Europe, et ça c'est un mouvement qui a eu lieu en Irlande, en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, en Espagne, partout en fait, au fur et à mesure qu'il y avait un exode rural qui se produisait. Les gens se sont dit, mince, il faut vraiment qu'on récupère toutes les légendes que nous racontaient nos grands-parents, etc., pour les noter. Et évidemment, Vaesen, en tant que jeu de rôle, est au cœur de cette politique, puisque concrètement, c'est un jeu c'est un jeu de chasse aux monstres, où les monstres sont pas forcément méchants, mais les monstres réagissent à des règles qu'on a oubliées, qu'on a perdues, et c'est à vous, quelque part,
de retrouver cela en fait et d'apporter une sorte d'harmonie dans cette espèce de poudrière qui est devenue l'Europe de l'Est et évidemment toute l'Europe au XIXe siècle par rapport aux changements immenses qui se passent, aussi bien politiques que économiques que démographiques. Pour moi, évidemment, mythique Carpathia, les Carpates, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important, puisque quand j'étais très jeune, quand j'avais environ 10 ans, et que dans le BDI de mon école primaire, dans le privé, évidemment, puisque j'étais en Bretagne, au milieu des Thomson MO5 qui traînaient et qui prenaient la poussière depuis le grand plan informatique pour tous, de Laurent Fabius, il y avait une mini-bibliothèque et on pouvait emprunter des livres, et je devais être en CM1 ou dans ces eaux-là, ou je ne sais plus en CE2, et j'avais pris un livre, Folio Pocket. Folio faisait beaucoup de livres pour enfants, avec une couverture toute mignonne je crois une sorte de gentil Baba Yaga qui sautait, qui volait au-dessus du ciel, je crois, ou c'était des enfants, je sais plus. Et je me dis, ah super, c'était marqué conte, je crois que c'était conte d'Europe de l'Est, ah c'est super, c'est génial. Je commence à lire, et quelle ne fut pas ma surprise quand en fait c'était des histoires horrifiques. Notamment le mythe des Vargouilles, à savoir des gens qui la nuit tombée perdent leur tête, les têtes commencent à s'envoler et essaient d'agresser tous les vivants qu'ils peuvent trouver. Et je me souviens encore précisément de cette histoire où dans une tour abandonnée, un voyageur, donc le narrateur et un autre voyageur, sont protégés, puisque tant qu'il n'y a pas d'eau vive qui coupe la protection où ils ont choisi de dormir, les vargouilles ne peuvent pas entrer et les dévorer. Et il se trouve qu'il y a de l'eau qui coule de la gourde du protagoniste, et il y a une vargouille qui attend patiemment à la fenêtre que l'eau coule et casse en fait la protection. Et ça se termine en fait où l'autre voyageur jette un chiffon pour empêcher la vargouille de rentrer. Et la fin, en fait, c'est eux qui voyagent à travers le village des gens qui se transforment en vargouilles la nuit, mais de jour, c'est des humains normaux. C'est assez fort. Il y en avait un autre justement qui m'a introduit au mythe du vampire, où des gens tombent malades dans un obscur village de Pologne, je crois, et la nuit, en fait, ils voient leurs proches qui ont disparu à la fenêtre. Et on ne sait pas d'où vient ce mal, et ça finit en fait par un voyageur, je crois que c'est un prêtre qui vient d'un autre pays, qui dit en fait, la personne qui a amené la peste, la première personne qu'on a vue à la fenêtre, c'est quelqu'un qui est mort il y a très très, très très loin, probablement tué par un vampire, et donc il vient voir ses proches pour qu'il lui ouvre la fenêtre, pour les vampiriser, et donc en fait on a une fiction de vampire, et ça se finit par, ils ouvrent toutes les tombes, ils les décapitent, et leur mettent un pieu au milieu du cœur. Que je peux dire, quand on a 10-12 ans, c'est assez impressionnant, et ça, et les livres Mythes du monde de Hachette, donc les loups, la mythologie grecque, ce qui étaient des bouquins de Hachette, il y en a une trentaine, qui sont sortis dans les années 80-90, que j'ai hérité de mes frères, ont fait que, clairement, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je serai jamais normal. Donc, Mythique Carpathia commence par une introduction avec la carte que je vous ai montrée, donc le printemps des nations, c'était pas le printemps de Prague, que suis-je bête, les différentes forces en puissance, l'arrivée de ce que Napoléon a changé, l'empire des Habsbourg, la description des différentes régions dans lesquelles on va pouvoir jouer, donc notamment la Bohème, et un peu tout ce que je vous ai raconté sur l'affrontement entre technologie et mythologie pour aller vite, et la place de la société de vérité qui va réémerger en fait dans cette région, comme beaucoup, après s'être fait passer pendant des siècles pour une sorte d'organisation religieuse, sous l'appui en fait de la chrétienté, et comment ils vont un peu relever la tête. Une description assez rapide des petites villes, donc Budapest, Cracovie, Brno, sachant que vraiment le QG, un peu comme Uppsala dans Weissheim classique, le cœur du livre, enfin la voie de base arrière, c'est vraiment Prague. Et Prague est bien mieux décrite par rapport à son histoire, donc les 5 villes, tous les éléments, château de Vyšehrad, le château de Prague, le pont Saint-Nicolas, Saint-Charles, si je dis pas de bêtises, qui est le grand pont, la poudrière, évidemment, vous allez pouvoir vous retrouver, la plus petite maison de Prague, la ruelle d'or, il y a plein de choses, je ne peux que vous conseiller, moi je suis allé 2 fois à Prague, je suis allé en 2005, quand j'étais lycéen, je me rappelle, je crois qu'il tournait Hellboy de Mike Mignola et Oliver Twist. C'est le moment en fait où ils ont commencé où Hollywood s'est aperçu que ça coûtait moins cher d'aller en Europe de l'Est. Donc il y a pas mal de films qui ont été tournés là-bas. Et c'était vraiment une expérience incroyable. C'est le moment, je crois, où ils venaient de rentrer dans l'Union Européenne. Donc c'était pas encore très touristique. Enfin, c'était déjà assez touristique, mais c'était vraiment une ville incroyable. Je me rappelle le vieux cimetière juif, évidemment, qui est incroyable. La ruelle d'or, le pont Saint-Charles. C'était vraiment un souvenir impérissable.
Et j'y suis retourné 10 ans plus tard et j'étais un peu déçu, j'avoue. Je pense que le fait que ce soit devenu une sorte de foyer pour beaucoup de gens, notamment les Britanniques, pour faire leur spring break, leur année de rupture, aller se torcher la gueule parce que c'est pas cher, c'était assez triste et j'ai trouvé que vraiment la ville était devenue hyper touristique et j'étais un peu désolé aussi pour les Pragois parce que finalement ça fait augmenter les prix, puis bon, j'en ai pas de Airbnb, mais ça reste vraiment une ville, je pense, où il faut aller au moins une fois dans sa vie parce que c'est pas si loin que ça et c'est vraiment très chouette avec les marionnettes, il y a plein de choses très très cool. Donc la Cité des Carpates, qui est en gros l'aspiration, la version de la Cité de vérité que vous avez eu Uppsala, mais déclinée dans les Carpates, avec tout son historique qui vous est donné, qui est peu ou prou, qui est assez similaire, mais pas complètement évidemment à la société qu'on a nordique, qui est assez différente par contre de la société britannique. Avec, on vous propose encore une fois des nouvelles façons, puisque l'idée c'est que votre QG, vous pouvez l'améliorer. Donc on vous donne, une fois qu'on a décrit la tour poudrière, on vous donne des éléments pour améliorer le bâtiment avec une armurerie, un hangar, des contacts un peu différents, notamment un usurier et un marionnettiste, parce qu'on est à Prague et que Prague est très très... Il y a toute une histoire avec les marionnettistes de Prague, que je vous conseille de regarder, des livres rares si vous avez besoin d'étendre un peu votre arsenal. On va avoir donc des éléments de... C'est bien les éléments de menace. Donc qu'est-ce qui se passe si, par exemple, je sais pas, un politicien ou un noble décide de casser la tour poudrière pour mettre un nouveau bâtiment complètement farfelu? Comment est-ce que vos joueurs vont se débrouiller pour conserver leur QG? On a juste un arrière-plan supplémentaire de personnage qui est le chasseur de vampires. Ça va un peu sans le dire. Mais il n'y a pas grand-chose d'autre, puisque vraiment le cœur du film, évidemment, c'est ce chapitre, qui sont les Vaesen des Carpates, qui est à la fois un bestiaire, un historique, et puis c'est très sympa si vous aimez évidemment les descriptions de créatures mythologiques. À tout seigneur, tout honneur, c'est Baba Yaga qui prône. Créature extrêmement importante dans la culture et le folklore d'Europe de l'Est. Le Baba qui est, je crois, qui kidnappe des enfants. Le Dampire, qui est le fruit d'une union entre un vampire et une humaine qui a des pouvoirs durant sa vie et quand il meurt, revient sous la forme de vampire. C'est assez important parce que ça, c'est un rôle, le vampire et le dampire ont un rôle assez important dans les scénarios qui vous sont proposés par la suite. Le Drekava qui est attiré par la mélancolie, la tristesse qui arrive généralement, qui fait disparaître et qui détruit en fait le bétail avant de s'attaquer à la famille et aux enfants. Le golem de Prague, j'ai envie de dire, c'est classique comme le basilic. Donc le golem est le sujet de nombreuses légendes. C'est une créature artificielle qui est créée normalement par les kabbalistes juifs, donc pour protéger des pogroms et aider en fait au travail manuel dans les ghettos juifs. Sauf que évidemment le golem devient une métaphore en fait sur l'hubris que peuvent rencontrer disons les gens les plus aisés parmi la communauté juive, puisqu'il échappe au contrôle de son créateur et sème mort et destruction partout où il va. Il a donc le Shem, le mot de la vie, qui est écrit sur son front, et la manière la plus classique de s'en débarrasser, c'est de monter sur son front et de gommer le premier caractère hébreu, si je dis pas de bêtises, qui transforme en fait le mot de vie en mot mort, et donc il s'effondre. Moins rigolo, il arrive qu'il y a des versions du golem qui vous sont décrites ici, où c'est un petit parchemin avec le mot vie qui est glissé dans sa gorge. Et autant, je pense que pour un joueur, il y a possibilité de sauter, de monter sur le golem et d'effacer un morceau de le premier symbole, autant lui faire ouvrir la bouche et pour retirer le tissu, le petit parchemin, ça semble beaucoup plus compliqué. En tout cas, c'est une créature incroyable qui a un peu perdu de sa substance dans les donjonneries et compagnie, mais le conte en lui-même est vraiment très intéressant, même si c'est plutôt une fable morale, et c'est l'un des... Et si vous regardez, il y a l'un des plus vieux films, enfin un très très vieux film en noir et blanc, Le Golem, qui est sorti en 2020, est incroyable, c'est un chef-d'œuvre C'est un chef-d'œuvre du cinéma muet, je ne peux... Alors, mais évidemment, l'acteur, ils lui ont fait une coupe au bol, c'est un peu... Ça a mal vieilli pour ça, mais sinon, l'histoire, le film est absolument, absolument génial. Le mononcule. Donc le mononcule qui est une créature artificielle qui devient en fait à la naissance un humain standard, mais qui est complètement artificiel. Est-ce que j'essaye le Coca Yaroka, qui est en fait la petite la voleuse de dents, la fée voleuse de dents. Narcerer, donc c'est une créature c'est le dévoreur de nuit, donc c'est une créature qui est tout le temps affamée, qui a tout le temps envie de manger, qui va manger les animaux, la nourriture, parfois les gens.
Et pour s'en débarrasser, c'est très très compliqué. La Rusalka, donc le Rusalka, pardon, qui est en fait une nymphe concrètement, donc un esprit mort qui vient ensuite charmer les gens pour les faire, pour les noyer. Le Strigoi, première version du vampire, qui est une version du vampire plus, comment dire, animalistique. Alors même si le haut vampire classique, et vous verrez plus tard, peut aussi se transformer, celui-là est assez violent. En tout cas, c'est... Et pour le tuer, il faut le décapiter et lui mettre un clou, enfin, je crois lui mettre un clou sur la tête. Ludinistia, à vos souhaits, oui, je vous avais dit, hein, je suis pas très très linguiste, hein, qui est une voleuse, je crois que c'est un esprit féminin qui tend à voler les gens et qui essaie de se faire des armes. Enfin, il utilise des os qui sont faits sur les os d'enfants qui sont morts. Enfin, c'est très glauquissime. Évidemment, le vampire, qui est vraiment le vampire dans la grande tradition stokerienne, même si, ne l'oubliez jamais, Bram Stoker est irlandais et le mythe de Dracula est en partie inspiré par un mythe de vampire irlandais qui était un roi immortel, un nain terrible qui ne voulait pas mourir dans son cairn et qui remontait pour tuer tous les gens qui l'avaient offensé, et il a régné, dit-on, pendant plusieurs centaines d'années avant de voir son règne terminé. Donc c'est vraiment le vampire tel que vous le connaissez, qui a plein de pouvoirs, il peut sortir de jour, il peut plus ou moins contrôler sa soif de sang, assumer plusieurs formes dans une forme de brume, c'est extrêmement compliqué, sauf que, encore une fois, on est dans Vaesen. Donc l'idée, c'est pas forcément de tuer les créatures, c'est plus de trouver... Et surtout, beaucoup de Vaesen sont très intelligents, notamment le vampire, on y reviendra, est extrêmement intelligent. Donc c'est pas forcément... L'idée de le tuer n'est pas forcément la plus fine, sachant qu'en plus, il y a beaucoup de vampires qui, à défaut d'être gentils, on va dire, ont acquis des compromis entre leur soif de sang, leur humanité et leur volonté de dominer un peu le monde. Le Varkolak, qui est peut-être la créature la plus originale que je connaissais pas. C'est pas vraiment un loup-garou, mais c'est une créature qui prend une sorte de loup gigantesque, qui peut grossir, changer de forme, qui est extrêmement dangereuse, et qui a la capacité de, si vous la laissez tranquille, de dévorer la lune, comme vous le voyez. Quand la lune est dévorée, elle devient rouge, et les gens deviennent fous, c'est un cauchemar. La lune, heureusement, régénère au bout de quelques semaines, mais c'est vraiment une vision cauchemardesque, et c'est vraiment très très original, et vous avez la chance, il est au cœur de l'un des scénarios. Le vieux Danik, qui est une créature un peu comme le Nek dans le Vaesen, mais qui est plutôt gentil. En gros, qui est un esprit de l'eau, mais qui se fait berner un petit peu facilement par les autres Vaesen. Et le Virkovic, qui est généralement un esprit de l'air, qui n'est pas méchant en soi, mais qui souvent est né... qui est né de manière tragique quand quelqu'un est mort, et donc qui a tendance à provoquer diverses tempêtes autour de lui pour assouvir sa rage. Et le Zerkalistia, qui est une créature qui se niche dans les miroirs pour prendre la place des gens. Ça me rappelle un excellent film que je vous conseille, un film à sketch de la Hammer qui s'appelle Conte d'Outre-Tombe, je crois, avec ce segment où David Warner, le très très regretté David Warner, grand acteur horrifique, grand acteur britannique, qui jusqu'à la fin de sa vie a maugré parce que putain ils l'ont pas, et je cite, hein, il a dit en convention que putain il l'avait pas appelé pour jouer dans Game of Thrones, hein. Je crois qu'il l'avait mal vécu alors qu'il avait plus de 80 ans. Il y a cette fabuleuse histoire où il achète un miroir, et dans le miroir il y a un être qui commence à le manipuler, et je vous raconterai pas la fin, mais c'est absolument génial. Très très bon diptyque. Enfin, on arrive aux 3 scénarios qui vous sont proposés. Donc Vaesen est toujours très très généreux dans les scénarios, et je leur en suis extrêmement reconnaissant parce que je pense qu'ils font le boulot que certains ne font pas. Je pense notamment à Cubicle 7 avec Warhammer. Donc le premier, c'est le plus gros scénario. Il est très complexe, je vais essayer de le résumer. C'est un scénario très dense qui implique un vampire, un Varkolak, donc le loup-garou qui mange la lune, et une vampire. Donc, il y a très très longtemps, dans une région, ça se passe en Carpates, il y a très très longtemps dans les Carpates, le jeune noble qui dirigeait la région s'est battu contre un vampire et a été tué par le vampire, a été en fait transformé en vampire. Toutefois, il a réussi à contrôler sa soif de sang, même si des fois il a des petites choses embarrassantes qu'il fait, et il a réussi surtout à débarrasser la région d'un Varkolak. Il a emprisonné le Varkolak affaibli dans son château. Il a continué à régner pendant des siècles et des siècles sur la région en changeant d'identité, en se faisant passer par son fils, son petit-fils, etc. Il a une famille humaine à côté, sur laquelle il veille. La famille humaine ne sait pas, enfin,
se doute, mais ne sait pas que le noble du coin est en fait un vampire. Au fur et à mesure des siècles, comme Dracula dans la version de Coppola, il se trouve qu'il s'est senti très seul et il est tombé amoureux très récemment, il y a à peu près 100 ans, si je dis pas de bêtises. Non, n'importe quoi. Il y a une cinquantaine d'années, il tombe amoureux d'une très jeune fille du coin. Sauf que la jeune fille était mariée. Et non, sauf que la jeune fille, en fait, oui, était potentiellement en passe d'être mariée, et surtout, en fait, ses parents ne voulaient pas l'union avec le noble. Donc, qu'est-ce qu'a fait le Knez Vlad, donc le vampire qui dirige la région? C'est pas très malin. Il a décidé d'impressionner ses parents en relâchant le Varcolac, et pour dire, regardez, je vais affronter le Varcolac, encore une fois, donc ça s'est mal fini, puisque grosso modo, les parents sont morts. Et Maria a accepté, donc la jeune fille a accepté de se marier avec le comte vampire. Donc tout allait bien, elle allait lui donner un enfant, quand elle s'est baladée dans le château, et le Varcolac, qui est très malin, a réussi à la tirer, et il dit, tu sais, en fait, tes parents, ils sont morts à cause, elle lui raconte toute l'histoire, en gros qu'elle a été manipulée, que en gros ses parents sont morts à cause du vampire qui voulait l'impressionner, et très en colère, mais connaissant un peu les us et coutumes et les traditions, elle a réussi à piquer une touffe de cheveux du Varcolac, qui est l'un des seuls moyens de le contrôler, s'est barrée enceinte, et a rejoint une troupe de théâtre itinérante. Ce que je vous ai pas dit non plus, c'est que la première fois que le comte vampire, donc qui a des siècles, a décidé pour capturer le Varcolac, il a fait appel, je vous le donne dans le mille, à la Société de vérité de Prague. Mais c'était il y a très longtemps. Donc, on arrive au conflit actuel, qui est que la femme Maria Euselé, ivre de vengeance pour ses parents, a fait grandir sa fille, qui est une vampire, qui vit avec elle, qui s'appelle Ève. La troupe de théâtre revient dans la région. Maria, donc la mère, possède un cheveu du Varcolac. Le Varcolac va réussir à s'échapper et elle va le contrôler. Donc le Varcolac va commencer, lui, en fait il y a plusieurs éléments. Donc le Varcolac, lui, veut s'échapper, mais il est sous contrôle de Maria et il commence à tuer plein de gens, des villageois. Les villageois vont au fur et à mesure forcément blâmer le comte vampire, le comte qui vont soupçonner être un vampire, et à un moment, donc l'un des pires scénarios possibles, c'est que les villageois vont attaquer le château, dans la grande tradition américaine. Sauf que aussi, il est possible que le Varcolac s'échappe, et là c'est pire parce qu'il va essayer de dévorer la lune. Et c'est déjà pas mal. Et donc, en gros, pour retrouver le Varcolac, qui s'est échappé, vos petits potes, enfin le vampire qui est un petit malin, va rappeler la Société de vérité de Prague en disant, bah dis donc, vous m'avez aidé il y a des siècles, mes ancêtres il y a des siècles, venez me filer un coup de main parce que j'ai une créature que je ne sais pas ce que c'est, extrêmement dangereuse dans la région. Et donc dans la vallée de Bralnik, vous venez dans un village avec ses forces en tension. Donc je rappelle, il y a les villageois, le vampire et sa famille humaine, Ève et Maria, et le Varcolac. Donc ça fait beaucoup, c'est assez dense à gérer, et il y a différentes échelles de catastrophes. Les catastrophes, ça peut être les villageois qui pètent un plomb et qui attaquent tout le monde. Le Varcolac, s'il est libéré, déchaîné, il dévore la lune, et là vous êtes vraiment mal barré. Donc c'est à vous de faire la part des choses, de savoir avec qui vous alliez, parce que finalement, le vampire a ses défauts. Est-ce que c'est un mal? Sachant qu'il a aussi un autre petit défaut, c'est qu'il est assez traditionnaliste en fait. Et donc toute l'industrie, il est un peu opposé à toute l'arrivée de l'industrialisation qui commence à affecter la région. Alors qu'à côté, vous avez l'autre faction, donc le conflit principal avec... donc il y a une description du village, des villageois, le prêtre, les ambitieux, différents éléments, la taverne. Donc ça c'est très très bien parce que là je vous décris le gros conflit, mais il y a quand même derrière les descriptions des lieux, ce que vous pouvez rencontrer, les indices que vous pouvez... Donc c'est toujours un peu pareil, les indices que vous pouvez trouver qui vous donnent en fait des informations sur le conflit que je vous ai donné. Et donc l'autre faction c'est Maria et Ève, qui en gros Maria veut détruire le vampire, et sachant que sa fille est un vampire, elle veut en fait la rendre chef de la région, parce que techniquement c'est la fille du comte, et quand elle sera morte, elle reviendra sous la forme de vampire, mais ce sera une vampire cool, entre parenthèses, qui non seulement va bien gérer la région, mais en plus va accepter l'industrialisation, parce qu'elle est beaucoup plus jeune. Donc la confrontation est évidemment avec le Varcolac, que vous devez trouver un moyen, soit de récupérer le contrôle de Maria, soit de le détruire. C'est assez compliqué. Il faut gérer donc le conflit entre le comte vampire et Maria. Et c'est les différentes options qu'on vous propose, c'est ça. C'est soit le vampire est triomphant, donc il va prendre sous son aile Ève, pour en faire en fait ça vraiment véritablement sa fille. Soit le vampire est détruit, et donc à ce moment-là, c'est Ève qui prend le contrôle et qui devient la nouvelle régente vampire de la région.
soit le Varcolax s'échappe, et là vous êtes vraiment mal barré. Dernière option, c'est vous vous cassez, vous rentrez chez... Non, je dis des bêtises. Donc il y a vraiment 3 options, et c'est à vous de déterminer qu'est-ce que vous préférez. C'est toujours pareil, la tradition, le renouveau, il est évidemment conseillé de faire quelque chose. La tempête approche, donc Gathering Storm, ça c'est pas mal, c'est beaucoup plus simple. Il y a une prison, il y a très très longtemps, il y a dans une petite région d'Ukraine, il y a un jeune soldat qui s'est amouraché. Non, il y a un jeune soldat qui était stationné dans un monastère. Il s'est pris la tête, je crois, parce qu'en fait, il voulait se marier avec une des jeunes filles. Enfin, il tombait amoureux d'une des jeunes filles qui étaient des novices, une novice qui était elle-même sortie de sa famille parce qu'elle voulait pas se marier, donc très indépendante. C'est arrivé à un point, en fait, elle est tombée du haut du clocher, comme dans le Narcisse Noir. Elle est morte. Mais c'était vraiment un accident, et par contre, le jeune soldat s'en est voulu toute sa vie. 30 ans plus tard, le monastère a été converti en prison, où sont envoyés les différents forçats de l'Empire russe, et le jeune soldat est devenu le directeur de la prison. Il s'en veut encore énormément, donc il essaie de gérer sa prison de la manière la plus humaine possible. Sauf que, évidemment, la jeune fille qui est morte et enterrée dans le cimetière derrière la prison est revenue sous la forme d'un esprit de vent, dont je parlais plus tôt, dont j'ai oublié la prononciation, et commence à provoquer des tempêtes de plus en plus importantes dans la prison. Ce qui fait des morts parmi les gardiens, des morts parmi les prisonniers, et vous l'avez deviné, si la catastrophe arrive à son terme, comme dans tous les scénarios de VSN, la créature, en fait, va être... il y a une émeute qui va avoir dans la prison, il va y avoir beaucoup de morts, et ça va être un cauchemar pour tout le monde. Donc c'est très très classique. Le concept est vraiment chouette, enfin le lieu est très chouette, c'est-à-dire que c'est une prison, et ça c'est très cool, c'est hyper original, parce que justement vous avez le point de vue des gardes, le point de vue du directeur, le point de vue des prisonniers, et à la fin, évidemment, votre but c'est de retrouver en fait toute l'historique dont je vous ai parlé pour que le fantôme de la jeune fille soit exorcisé, principalement, soit vous amenez, en fait, soit vous arrivez à communiquer avec et vous lui dites, et vous amenez le directeur de la prison qui confesse en fait son péché, soit en fait vous lui amenez directement d'une manière plus ou moins larvée, elle le tue, ce qui n'est pas forcément qui est la meilleure solution, mais encore une fois, c'est entièrement à vos joueurs de décider comment ça va se passer, mais vous avez compris, le conflit est entre quelqu'un qui se sent coupable, justement, mais qui a commis un crime jeune, et un fantôme qui va aller à des extrémités pour détruire tout sur son passage. Encore une fois, c'est à vous de voir comment vous allez faire. Et le dernier qui hélas, qui aurait dû être mon préféré, mais qui n'est pas mon préféré, c'est Le Secret de Maharal. Donc il y a maintenant plusieurs générations, dans une ville proche de Prague, un conflit a éclaté entre le rabbin local et le prêtre. Le conflit en est venu à un tel point que, ils ne sont pas entretués, mais c'était pas très loin. Et le rabbin avait réussi à créer un golem, ce qui rendait complètement, très jaloux, et très en colère le prêtre. Le prêtre a juré en fait de se venger parce que en gros le rabbin lui a lancé une malédiction et l'a forcé un peu à s'humilier devant tout le monde, à lui rendre tout l'argent qu'il lui avait pris. Et donc le prêtre a juré vengeance, patati patata. 250 ans plus tard, on se retrouve à Prague. Les descendants techniquement, il n'y a plus de golem, mais les notes du rabbin, un des descendants du prêtre a retrouvé les notes de son arrière-arrière-grand-père qui lui parle d'un golem de Prague et patati patachmol, avec lequel il était devenu obsédé, puisque sur la fin de sa vie, le vieux prêtre avait décidé de créer lui-même une sorte d'anti-golem. Je manque pas, c'est marqué anti-golem dans le scénario. Donc le descendant retrouve ça, se dit qu'il va apporter gloire et célébrité à son nom, parce que c'est un scientifique, c'est pas un prêtre, en recréant dans les égouts de Prague un golem, sauf que l'anti-golem, évidemment, ne marche pas très bien, donc il commence à tout casser, il y a un nouveau pogrom anti-juif qui se prépare à Prague, et vos joueurs arrivent là-dessus, puisqu'en plus ils habitent à Prague. Donc je suis pas transcendé parce que je trouve que Prague est un super lieu pour jouer, je trouve que le golem de Prague est évidemment un classique qu'il faut utiliser et usiter, mais je trouve très poussif le fait que ça soit un descendant, encore une fois, le golem est un conte basé sur la moralité. La moralité, c'est que, attention, si vous créez le golem vous échappera, et j'aurais aimé, je trouve que c'est un peu facile
de dire, bon, bah, en fait, c'est un grand vilain méchant qui est le successeur d'un prêtre extrêmement énervé qui va, en fait, créer je sais pas, qui va créer un anti-golem, pour aller vite. Et en gros, la communauté kabbalistique juive est complètement innocente, quelque part, de tout mal. Et ce que je trouvais justement... Ce qui aurait été intéressant, en fait, je pense, c'était faire un antagoniste dans la communauté juive auquel le golem échappe d'une manière ou d'une autre, et à ce moment-là, oui, il est responsable, en fait, c'est de sa faute, s'il y a des pogroms sur le reste de la communauté, et en fait, je sais pas, c'est pour moi, ça aurait été... J'aurais fait... Après, je suis pas... Évidemment, ça serait très proche de la légende, mais il y avait moyen de faire un truc plus malin, je trouve, que d'avoir encore un énième gars qui se cache dans les égouts, qui crée une parodie de Golem, ça fait... je suis pas transcendé, c'est dommage, parce que tout le reste est vraiment très chouette. Enfin, vous allez explorer le vieux cimetière juif, les vieilles cathédrales et synagogues de Prague, vous allez dans les égouts. Il y a plein de choses qui sont très très bien, mais le cœur du conflit me laisse un peu de marbre, je trouve, par rapport aux deux autres scénarios qui sont soit classiques, soit très denses, mais qui ont vraiment des éléments forts de l'identité prônée donc, par les VSN qui sont prônés dans le livre, et du conflit moral qui est essentiel pour moi dans les histoires de VSN, et c'est ça qui distingue, c'est ça qui distingue VSN de Cthulhu, par exemple, c'est évident. Donc vous avez les aides de jeu, et je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que peut-être que vous allez vouloir acheter ce livre. J'espère aussi que la vidéo a bien enregistré, parce que je pense que si je dois réenregistrer une troisième fois, je vais péter un câble. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'est le premier supplément, donc c'est les Carpates mythiques pour VSN. Et vous inquiétez pas, il y a d'autres suppléments qui arrivent bientôt. Et sur ce, je vous souhaite un excellent après-midi. Et encore, félicitations à Chaosium qui vient de fêter son 50e anniversaire. Et ça, c'est pas mal quand même. Allez, salut!